Donc, ce qu'on va voir dans cette première partie, c'est pourquoi la qualité du prompt détermine 80% de la qualité du résultat et non l'outil lui-même. C'est-à-dire, je vous ai cité pas mal d'outils qui sont disponibles, les DeepSeek, les ChatGPT, les Claude, etc. Donc chacun de ces outils a effectivement ses propres capacités, ses limites, éventuellement des choses dans lesquelles l'outil excelle plus que les autres. Donc on va voir qu'en réalité, la vraie différence dans le fond va être dans l'input que vous donnez à l'outil. Et deuxièmement, on va voir les trois types de mauvais prompts qui sabotent vos résultats. Et vous allez le voir, donc trop vague, sans contexte et sans format. Et on comprendra les anti-patterns. Et enfin, on va aussi voir dans cette même partie du cours le réflexe des mots-clés Google au dialogue professionnel structuré avec un LLM. C'est-à-dire donc une compétence transférable si vous savez comment faire des recherches sur Google, que vous comprenez le processus d'injection d'informations par mots-clés, c'est-à-dire quand vous faites une recherche sur Google, vous écrivez des mots-clés, vous n'avez pas besoin d'écrire une phrase bien conjuguée, par exemple comment on fait telle chose, vous lui dites, vous lui donnez des mots-clés sur le sujet que vous recherchez et généralement Google saura vous retrouver les meilleurs résultats. Donc c'est un tout petit peu le même principe qui va être transféré de tout ce qui est recherche online au prompting qu'on va voir ensemble. Alors, on va voir ici une démonstration tout simplement, une comparaison de deux prompts et on va voir le mauvais prompt et le bon prompt, en fait, qu'est-ce qui les différencie. Pour le premier prompt, on prend un exemple qui est vague. C'est quoi le prompt? Écris un email de relance. Donc, le résultat que le chatbot va vous générer, c'est objet 2 points relance. Bonjour, je me permets de vous contacter suite à notre précédente discussion. Seriez-vous disponible pour un échange cordialement? Donc c'est générique, c'est impersonnel, c'est à réécrire entièrement. C'est un exemple. Bien sûr, les derniers les dernières versions des chatbots ont quand même quelques mises à jour qui font que peut-être que le résultat sera meilleur que ça, même si le prompt est vague, mais quand même, le résultat sera très imprécis en général. Le deuxième prompt qu'on voit à droite de l'écran, c'est un prompt qui est structuré. Alors, regardez comment le prompt il est formulé. Je suis responsable commercial dans une PME de 40 personnes qui vend des logiciels de gestion RH. Un prospect a assisté à notre démo il y a 3 semaines sans donner suite. Rédige un email de relance pro, ton chaleureux, sans pression, 120 mots max, objet accrocheur, appel à l'action pour un échange de 20 minutes. Donc le résultat obtenu, c'est un c'est un email qui est directement exploitable, adapté à votre contexte. On va obtenir un ton, un ton de rédaction qui est exactement calibré, c'est-à-dire qui va être chaleureux et sans pression. On va obtenir un objet qui est accrocheur et un CTA. Donc le mot CTA, si vous le voyez dans le cours, ça veut dire Call to Action. C'est un appel à l'action. Dans le domaine du marketing, Call to Action, c'est par exemple quand vous visitez un site web ou une page de publicité, n'importe laquelle. Je vais aller sur un site de vente en ligne, whatever, boutique en ligne. C'est une norme commerciale plus ou moins dans tout ce qui est digital. Bon, je vais juste prendre n'importe quelle boutique en ligne digne de ce nom. Voilà. Donc, quand je rentre dans une boutique et que je passe sur une page produit, il y a un appel à l'action. Bon, ici, c'est par exemple l'ajout au panier qui est l'appel à l'action pour passer sur le produit au panier pour l'acheter. Sinon, au niveau de la page d'accueil, si c'est un site de service, je vais prendre, donc là j'ai mis boutique, donc c'est des produits évidemment, on s'attend à un panier, mais là, on va dire entreprise de service, n'importe quel type de service, mais globalement, la meilleure approche va être de pousser le visiteur à agir, c'est-à-dire à cliquer sur un bouton. Bon, ici par exemple, ils appellent à télécharger l'application, c'est pas forcément ça à quoi je m'attendais. Je cherche plus un service par exemple où ils vont te proposer de faire un call. Voilà. Donc là, tu rentres dans un site qui propose la création de site internet. Vous voyez, la toute première chose, hop, commencer.
Donc, ils vous poussent à vous inscrire parce qu'ils savent qu'une fois que vous vous êtes inscrit, ils obtiennent déjà votre adresse mail et de quoi vous convaincre. Et en même temps, ils facilitent, en tout cas, ils enlèvent des frictions pour que vous ne soyez pas là à demander des renseignements, tout ça. Regardez, vous arrivez dans le site, étape 0, vous voyez un bouton au centre de la page. C'est psychologique, on vous pousse à tester la solution avant même de demander le prix. Vous voyez? Donc ça, c'est un appel à l'action. Il y a d'autres types d'appels à l'action, comme par exemple réserver un appel pour une consultation, etc., etc. Bref, le CTA, comme vous le voyez, ça veut dire Call to Action. Et dans la communication professionnelle, vous devez aussi toujours inclure un CTA. C'est-à-dire, vous envoyez un mail à quelqu'un, il faut toujours qu'il y ait quelque chose à faire. Vous ne pouvez pas envoyer un mail à quelqu'un en mode oui, c'était une relance par rapport à comment dire, à la présentation à laquelle vous avez assisté. Nous voudrions savoir si vous êtes intéressé par le produit. Ça, il n'y a pas de call to action qui est clair. Par contre, si vous mettez dans votre mail, seriez-vous disponible pour un appel jeudi dans la journée à une heure qui vous conviendrait pour parler de votre besoin? Là, vous poussez la personne à vous répondre à une question bien précise, donc de disponibilité pour un rendez-vous, au lieu de tout simplement lui demander si elle est intéressée. Vous voyez, donc il y a deux façons d'aborder ce mode de communication. Et globalement, un mail bien fait, par exemple si vous le demandez à une IA, ou bien même une page de site web bien faite, quand vous demandez à une IA, va inclure ce point-là, le CTA, le Call to Action. D'accord? Donc, rien qu'avec un prompt plus précis qui donne du contexte, on va voir ça tout à l'heure, on obtient un meilleur résultat, un email qui est beaucoup plus professionnel. Donc, retenez ici que la règle fondamentale du prompting, c'est que l'IA répond exactement à ce que vous lui demandez, ni plus ni moins. Une instruction floue va donner une réponse floue. Une instruction précise va donner généralement un résultat utile. Alors, quand on prend un moteur de recherche, par exemple Google, que vous aviez l'habitude d'utiliser des années avant ChatGPT, je suppose, et on va voir comment on va projeter l'utilisation de Google vers le dialogue professionnel, donc avec le LLM. Quand vous utilisiez les Google et les autres moteurs de recherche, on avait des mots-clés courts. On avait une recherche dans un index, vous donnez le minimum et le moteur de recherche interprète votre intention. On va voir du côté du LLM, qu'est-ce qui change. Dans un moteur de recherche, là où vous mettiez des mots-clés courts, dans un LLM, vous devez mettre des instructions précises en langage naturel. C'est-à-dire, là où sur Google, vous mettiez, méthode de rédaction d'offres professionnelles, ou bien template template d'offres professionnelles. Ça, c'est juste des mots-clés, template, offre, professionnelle. Donc, il n'y a que ces mots-clés qui comptent pour Google. Mais si c'est sur le LLM, vous allez lui donner des instructions. Donc, je suis dans une boîte de tel. Je voudrais un modèle d'offre professionnelle pour vendre notre produit X ou notre service Y. Donc, ça, c'est des instructions. Alors, ça, c'est déjà une première différence. Donc, on part des mots-clés vers des instructions. Deuxième différence, sur des moteurs de recherche, d'habitude, qu'est-ce que le Google ou les autres y font? Ils ont une sorte d'annuaire où il y a tous les sites internet, il y a toutes les pages, il y a les informations sur ces pages-là, qu'est-ce qu'elles contiennent. Donc, avec ces mots-clés qui sont dans une sorte tout simplement d'annuaire, il faut le comprendre comme ça. C'est comme un dictionnaire. Et ça s'appelle index. C'est juste un dictionnaire où on a tous les mots qui sont là-bas. Donc, si Madiaina Diouf crée un compte Instagram qu'il appelle Madi, en fait, Google va enregistrer que la page Madi appartient à Madiaina. Donc, le jour où quelqu'un recherche sur Google le terme Madi, Madi va faire partie des résultats parce qu'il est dans le dictionnaire de Google. Par contre, évidemment, il y aura, c'est un autre sujet, mais par exemple, il y aura peut-être des milliers d'autres pages qui s'appellent Madi et celle qui passe en premier, donc puis en deuxième, puis en troisième, ça va dépendre d'un certain nombre de facteurs qui ne nous concernent pas ici. Mais globalement, sachez que le moteur de recherche, il va rechercher dans son propre dictionnaire pour vous générer un résultat. Alors qu'un LLM, comme ChatGPT et autres, il va générer une réponse à partir de vos consignes, contrairement au moteur de recherche classique. Alors, toujours une comparaison, troisième point,
Si vous utilisez un moteur de recherche, vous donnez le minimum. Donc juste les mots-clés et puis sans verbe, sans conjugaison, sans rien. Et là, vous espérez avoir des résultats sur une liste de résultats que vous propose le moteur de recherche. Quand vous passez sur un LLM, vous lui donnez du contexte, l'objectif et le format. Donc au lieu de lui donner le minimum d'informations, on vous dit que pour un LLM, il faut donner le maximum d'informations utiles pour qu'il fasse le travail correctement. Dernier point de comparaison, avec un moteur de recherche classique, on avait une interprétation de votre intention, c'est-à-dire que Google devait lui-même aller chercher qu'est-ce que vous devinez en fait quel était votre besoin, alors que si c'est un LLM, il va prendre votre instruction au pied de la lettre. On verra ça tout de suite au niveau du corps. Donc la conséquence pratique du passage de la colonne de gauche à la colonne de droite, qu'on vient de voir, c'est que si vous lui demandez peu, il vous donne peu. Si vous lui donnez contexte plus objectif plus format, il vous donne quelque chose d'utile. Donc, on va voir à partir de là les 3 erreurs qu'on trouve le plus souvent quand on fait du prompting sur ChatGPT, Claude, DeepSeek, Grok, etc. Le premier anti-pattern, donc c'est quoi? C'est le prompt trop vague. Par exemple, tu lui dis « Parle-moi du management. Aide-moi avec ma présentation. Rédige quelque chose sur nos produits. Explique-moi la stratégie. » Donc, le problème, c'est que l'IA ne sait pas ce que vous voulez vraiment. Elle produit une réponse qui est générique et passe-partout, qui nécessite une réécriture complète. Qu'est-ce qui manque à ces prompts-là? C'est l'objectif précis. Qu'est-ce que vous voulez exactement? Est-ce que vous voulez un résumé? Est-ce que vous voulez une analyse? Est-ce que vous voulez une rédaction? Est-ce que vous voulez une liste d'idées? Donc, la vague d'intention ne suffit pas. La vague intention, excusez-moi, ne suffit pas. Donc, ça, c'est l'anti-pattern 1 sur 3. Et le deuxième, on va voir le prompt sans contexte. Donc, le premier, c'est le prompt qui est trop vague. Et le deuxième, donc la deuxième erreur courante, c'est un prompt qui est sans contexte. C'est-à-dire, vous lui dites, écris un email, résume ce document, propose des idées pour notre événement, améliorer ce contexte. Évidemment, il reprend aussi les patterns du trop vague, mais en même temps, il ne donne pas de contexte. Donc le problème ici, c'est que l'IA ne reconnaît pas votre secteur, ne connaît pas votre audience, ne connaît pas vos contraintes. Donc elle invente un contexte générique qui ne correspond pas à votre réalité professionnelle. Donc ce qui manque à ces prompts-là, c'est le contexte. Qui êtes-vous? Quel est votre secteur d'activité? À qui s'adresse le contenu qu'il doit rédiger? Quelles sont vos contraintes? Donc sans ces éléments, l'IA va travailler dans le vide. Alors, juste un exemple, peut-être de la mesure corrective que ChatGPT a apportée ces dernières années, c'est la mémoire intercession. Donc, ils ont mis en place dans votre compte une mémoire qui fait que quand vous lui dites « je m'appelle Madjena, je fais telle chose, je suis par exemple dans le domaine du design, etc. », il va retenir ça globalement dans sa mémoire, ce qui fait que la prochaine fois que vous lui demandez de rédiger une offre, dès le début de la demande, même si vous ne le lui précisez pas, il injecte le contexte du fait que vous êtes designer. Le problème avec ça, c'est que si dans sa mémoire, il n'a pas les bonnes informations sur vous, il va passer à côté. C'est là où il est intéressant, chaque fois que vous lancez un nouveau prompt, de quand même faire l'effort de lui donner le bon contexte. Donc c'est ce qui est arrivé à un moment sur son compte. On voit que une fois, elle a utilisé ChatGPT en lui disant qu'elle est... je pense, dans la commercialisation immobilière. Et ChatGPT a retenu ça. Et à chaque fois que ChatGPT lui fait un nouveau document, il se base sur le fait que l'utilisatrice est une commerciale d'immobilier. Et sans plus. Donc c'est un peu ça le pattern dangereux qu'il faut quand même suivre au niveau de la mémoire de ChatGPT. Donc ça aussi, on pourra le voir, comment est-ce qu'on modifie ce qu'il y a dans la mémoire de ChatGPT et tout. Donc, troisième erreur courante qu'on voit dans les prompts, c'est le prompt sans format attendu, c'est-à-dire un prompt dans lequel vous ne dites pas au chatbot qu'est-ce que vous attendez comme livrable. Donc, vous lui donnez une action à faire ou une rédaction, mais vous ne lui dites même pas quel est le format que vous attendez en retour. Donc, quelques exemples typiques. Dis-moi comment améliorer ma communication interne. Donne-moi des idées sur notre offre de service. Comment puis-je mieux gérer mon temps? Donc le problème ici, vous obtenez peut-être 800 mots quand vous vouliez 3 recommandations. Ou bien vous obtenez 3 bullet points quand vous vouliez une analyse complète. Donc l'IA choisit le format à votre place parce que vous ne lui avez pas demandé. Donc ce qui manque ici, c'est le format et la longueur. Précisez toujours
sous forme de liste de 5 points, ou bien vous lui dites 200 mots maximum, ou bien vous lui dites structuré en sections avec titre, ou bien vous lui dites un tableau à 3 colonnes. Donc ça veut dire de donner à l'IA le format que vous attendez en retour de ce que vous lui demandez. Et à partir de là, on va voir les 4 ingrédients à retenir, qui est l'objet même de ce cours, le CORF. Donc les 4 ingrédients qui font qu'un prompt devient structuré et qu'on puisse avoir des résultats prévisibles. Je peux vous assurer à 99,9% qu'à chaque fois que j'utilise cette méthode, en fait, j'obtiens un résultat. Et pourtant, quand je t'envoie ces résultats-là, tu as l'impression tout simplement que j'utilise une IA différente, ou bien tout simplement parce que j'utilise la version payante et toi la version gratuite, que j'ai de meilleurs résultats. Mais ce n'est pas le cas. Même si vous utilisez la version gratuite, quand vous appliquez le CORF, je vous assure que vous avez des résultats équivalents, tout simplement. Donc la gratuité ne définit pas la qualité du résultat, elle définit plus ou moins l'accès à un certain niveau de service et puis la quantité de prompts que vous pouvez générer. C'est bon jusque-là, vous me suivez? Oui, c'est bon. Ça va pour l'instant. Cool. Alors, CORF, c'est un acronyme, CORF, et chacun de ces points-là est un pilier du prompting. Le C, c'est pour contexte. Donc, qui êtes-vous? Dans quel secteur? Quelle organisation? Donc, un exemple de contexte, vous le voyez ici en bas, vous pouvez le relire quand vous ouvrez le cours. Donc, je suis DRH d'une entreprise de 200 salariés dans l'industrie agroalimentaire. Vous voyez? Ça, c'est un contexte. Dans le prompt, vous mettez ensuite un objectif. Ce que vous voulez précisément, la tâche, le livrable, l'action attendue. Donc, ça, c'est le O. Et un exemple, c'est rédige un email de relance de 120 mots maximum. Oui? Tu peux revenir un tout petit peu en arrière. Mon téléphone a bugué. Ah, d'accord. Donc, J'étais en train d'expliquer le C. Le C, c'était le contexte. Donc, le contexte, Oui. c'est le cadre. Le cadre dans lequel, en fait, vous êtes, en indiquant même vous, qu'est-ce que vous êtes dans ce cadre-là. Ça permet à l'IA, en fait, de vous positionner un peu par rapport à votre besoin une fois que vous l'avez exprimé. C'est-à-dire là, vous lui dites qui êtes-vous, dans quel secteur et dans quelle organisation. Dans ce cas de figure-là, l'exemple qui est en bas, que vous voyez ici, c'est je suis DRH d'une entreprise de 200 salariés dans l'industrie agroalimentaire. Donc ça, c'est un contexte. Je suis DRH, donc je lui dis ma fonction, d'une entreprise de 200 salariés dans l'industrie agroalimentaire. Je lui donne le contexte de l'entreprise dans laquelle je travaille, mon poste et l'entreprise dans laquelle je travaille. Donc ça, c'est du contexte, par exemple. Ensuite, vous lui dites comme objectif ce que vous voulez précisément. Donc la tâche, le livrable ou l'action attendue. Vous lui dites, par exemple, rédige un email de relance de 120 mots maximum. D'accord? Bon, ça, évidemment, c'est pas forcément peut-être le meilleur exemple, puisque si on parle d'email de relance, ça veut dire qu'on relance quelqu'un par rapport à quelque chose de bien précis. Relance de paiement, relance de ceci, relance de cela. Donc à ce moment-là, vous précisez évidemment le type de relance que vous souhaitez par rapport au contexte que vous avez donné. D'accord? Donc on veut par exemple faire une relance à un client qui a manifesté un intérêt pour nos produits, ou bien faire une relance de paiement pour notre clientèle, ou bien faire une relance pour la commande de notre fournisseur XYZ. Donc, vous lui donnez l'objectif cadré avec le contexte. C'est important que je précise ça. Donc, le O, c'est l'objectif. Le R, c'est le rôle. Donc, le rôle que vous demandez à l'IA de jouer. C'est-à-dire expert, rédacteur, coach ou analyste. Vous dites à l'IA ce que vous voulez qu'elle soit. Comprenez que en fait, l'IA a des milliers de casquettes possibles. Et généralement, elle ne vous donne pas un bon résultat si elle doit deviner elle-même sa casquette. Mais si vous lui dites, tu es un expert en communication RH, donc là, l'IA va réfléchir comme un expert en communication RH. Donc, si vous lui dites, je suis DRH d'une entreprise de 200 salariés dans l'industrie agroalimentaire, rédige un email de relance de 120 mots maximum bon là on parle de RH, donc pour la remise des documents d'identité de notre nouveau salarié, le rôle que tu dois adopter en tant qu'IA, tu lui dis, tu es un expert en communication RH. Donc, ça permet à l'IA de trouver les bons mots, d'avoir la bonne casquette, d'utiliser le bon langage,
avec cette casquette que vous lui attribuez. Donc là, après, on va voir des exemples précis pour vos cas d'usage et ce sera peut-être plus pertinent à partir de là. Et dernier point, dernier pilier de la structure d'un prompt, c'est le format. Qu'est-ce que le format dans lequel vous attendez qu'il vous livre ce que vous lui demandez. Donc la structure et la longueur de la réponse attendue, liste, tableau, prose ou bien titre, etc. Donc voici un exemple dans la continuité de ce prompt-là. Vous lui dites format, 3 paragraphes, objet accrocheur, ton professionnel mais chaleureux. Donc vous lui donnez les informations sur le format attendu. Donc dans le format, vous incluez évidemment la structure du document que vous voulez, peut-être même le format du document. Vous pouvez lui demander fais-moi un document Excel ou bien fais-moi un document PowerPoint, etc. Donc tout ça, ça rentre dans le pilier format que vous indiquez évidemment à l'IA quand vous lui parlez. On va voir des exemples pratiques à partir de là. Donc, on va voir avant et après le même email de relance, 45 secondes de prompt et 10 minutes économisées. Avant le prompt Google, on utilisait par exemple écrire un email de relance et on avait vu tout à l'heure l'exemple objet relance commerciale. Bonjour, je me permets de vous recontacter afin de faire suite à nos échanges, restant à votre disposition pour tout renseignement cordialement. Donc ça, vous allez perdre du temps à réécrire le mail parce que justement ce mail n'est pas du tout professionnel, en tout cas pas dans vos attentes. Alors que ce même prompt-là écrit un email de relance. Si on le convertit en prompt corf, c'est un bon, un prompt bien structuré, on va obtenir ceci. Je suis responsable commercial PME, logiciel RH. Email de relance, prospect démo, donc il y a 3 semaines. Ton chaleureux sans pression, 120 mots. Objet accrocheur, CTA pour échange de 20 minutes. Donc, l'objet, et si on profitait de ce momentum? Vous voyez l'objet de ce courrier-là? Il est très commercial, il est très chaleureux. Et si on profitait de ce momentum? Bonjour, tel. Donc, bonjour Madiana. 3 semaines depuis notre démo et j'y repense encore. Votre question sur l'intégration avec notre SIRH m'a confirmé que vous aviez identifié exactement le bon enjeu. Vous voyez comment le mail, il commence déjà? Il va toucher la personne parce qu'elle va se dire ah ben tiens, cette personne-là, en fait le commercial qui me contacte se rappelle de la question que j'ai posée pendant la présentation. Et je m'arrête là pour vous dire pourquoi c'est important, vous, quand vous êtes dans une boîte, vous, quand vous êtes dans ce genre comment on appelle ça, de processus commercial. Par exemple, vous êtes là dans une présentation produit, il y a des prospects qui sont là, donc des clients potentiels qui viennent regarder la présentation. S'il y a quelqu'un qui pose une question, vous savez que c'est un client potentiel. Notez son nom, notez l'entreprise, notez sa question. Pourquoi? Pas seulement pour répondre à la question pendant la présentation, mais plus tard, quand vous devez relancer la personne, vous lui dites « Bonjour Madiana, lors de notre présentation la semaine dernière, vous aviez posé une question sur tel sujet et qui était extrêmement pertinente, pour laquelle nous vous remercions. Donc, voyez quand vous commencez votre courrier comme ça, vous avez déjà accroché la personne parce qu'elle se dit, elle se dit que vous avez pris assez d'importance, vous avez considéré assez d'importance vis-à-vis de son intervention pour retenir ça 1 semaine plus tard ou 10 jours plus tard ou 2 semaines plus tard. Donc rien qu'en démarrant comme ça le courrier, littéralement vous avez 80% de chances que la personne donne suite à cet entretien-là pour que vous puissiez lui présenter votre offre commerciale. Vous voyez? Donc là, l'IA va générer un courrier bien fait. Mais c'était juste un exemple qui vous montre comment l'IA va démarrer le courrier et ça vous donne une idée de la qualité du courrier que vous allez recevoir comme proposition de ChatGPT ou bien de Claude ou de DeepSeek, etc. Donc, en résumé, il y a 4 convictions à ancrer avant d'apprendre la méthode. C'est qu'un mauvais prompt, trop vague, sans contexte, sans format attendu, c'est les 3 anti-patterns qu'on a vus. Donc le trop vague, le sans contexte ou bien le sans format attendu. Chaque élément manquant va dégrader proportionnellement la qualité du résultat. Deuxième chose qu'il faut retenir et garder en conviction, c'est que le réflexe des mots-clés Google est contre-productif pour un LLM. Donc la façon dont vous faisiez des recherches sur Google avant, aujourd'hui, n'est pas une bonne façon de faire des recherches sur ChatGPT.
Ensuite, troisième point, c'est que l'IA répond exactement à ce que vous lui demandez, ni plus ni moins. Donc, il est calibré pour essayer de satisfaire au mieux la demande telle qu'il la comprend. Elle, plutôt, la comprend. Donc, ensuite, vous avez le quatrième point, qui est que 80% donc, de la qualité de votre résultat IA est déjà entre vos mains. Donc, c'est le même outil, mais avec le meilleur prompt, il donne un résultat qui est radicalement différent. Donc, la méthode Corf vous donne le framework. On va pratiquer ça maintenant sur ce qui va suivre. Mais ce qu'il y a à retenir si vous voulez rechercher Corf, donc c'est contexte, objectif, rôle et format. Est-ce que c'est clair jusque-là? Ouais. Cool. Alors, on va passer à partir de là donc à la méthode. Top. La méthode Corf, voilà. Alors, comment appliquer la méthode à partir du moment où on a vu ce qu'elle était? Les 4 compétences Corf, donc de A à Z, ici, c'est de définir et appliquer les 4 éléments du Corf donc dans n'importe quelle situation professionnelle. Donc, c'est le premier point. Le deuxième, c'est de construire un prompt structuré pour n'importe quelle tâche, donc en moins de 2 minutes. Le troisième, c'est d'identifier les éléments manquants dans un prompt insuffisant et le corriger rapidement. Et quatrièmement, c'est d'écrire vos premiers prompts Corf sur des cas réels issus de votre quotidien professionnel. Donc, c'est les 4 choses qu'on va apprendre ici. On revient sur ce que c'est. Donc, le Corf, contexte, objectif, rôle et format. Donc, là, ce qui va composer cette information-là, c'est qui vous êtes, votre situation pro et votre environnement. Ça, c'est dans le contexte. L'objectif, ce que vous voulez obtenir, la tâche précise, le livrable. Le rôle, c'est l'expertise et le temps, en tout cas attendu, de l'IA, donc celui qu'il doit incarner. Et ensuite, le format, donc la longueur, la structure et l'organisation de la réponse. Et ce que l'on est en train de voir est compatible avec tous les LLM confondus. ChatGPT, Claude, Gemini, Copilot, Grok, etc. Donc, et c'est applicable à toutes les tâches professionnelles, évidemment. Donc, on va maintenant détailler un peu le C et vous allez prendre quelques exemples. Le contexte. Qui êtes-vous? Donc, qui vous êtes? Dans quelle situation? Dans quel environnement professionnel? Le contexte dit à l'IA, voici la réalité dans laquelle tu dois travailler. 1 à 2 phrases suffisent. L'important, c'est de situer l'IA dans votre réalité professionnelle, donc secteur, taille, enjeu du moment. Sans contexte, l'IA invente. Donc, voici quelques exemples et après, je vais vous demander de me produire quelques exemples. Donc là, un exemple de C, donc de contexte, c'est je suis responsable RH dans une entreprise de 200 salariés dans le secteur logistique. Ou bien, nous lançons un nouveau service de conseil en transformation digitale pour les PME. Ou bien, je prépare un comité de direction mensuel avec des indicateurs commerciaux. Ou bien encore, je dois onboarder un nouveau commercial qui commence la semaine prochaine. Donc, au vu de ces quelques exemples, est-ce que vous pourriez tous les deux essayer, par rapport à un besoin précis que vous avez de l'IA, me donner une phrase de contexte que vous mettriez en début de prompt? Je suis étudiante en école de commerce et je dois faire un travail de groupe, ou bien je dois rédiger un rapport. Je sais pas. Je sais pas trop. Vas-y, continue. Hein? Continue. Ok, donc je suis étudiante en école de commerce et je prends, je sais pas, je fais finance par exemple comme cours. Désolée pour le retard, désolée, j'ai pas pu me libérer plus tôt. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. J'ai pris la tête aux enfants pour qu'ils soient à l'heure et c'est bon. Salam alaikum. C'est pas grave, on accepte que notre cœur reste ouvert. Est-ce que le professeur accepte? Qui t'a demandé d'accepter, toi? Non, sérieux. Bonjour, monsieur. Bonjour. Ok, excellente classe. Excellente classe, désolé. Non, t'inquiète, pas de souci. Donc, on continue. Bon, j'ai enregistré le cours jusque-là. Je vais essayer de partager ça après. Donc, vas-y, Cora, continue. Je disais, je suis étudiante
Mhm. école de commerce et je fais finance comme Mhm. cours. Mhm. Après, je, je donnerai l'objectif du coup. Il manque juste quelque chose dans le contexte. C'est c'est le cadre même de travail. C'est-à-dire, je suis tel, donc je suis étudiante en école de commerce, euh, par exemple, spécialisé en cours ou je suis sur un cours de finance. Il manque un petit détail, c'est quel est le contexte qui motive l'action. Est-ce que c'est un travail de groupe? Est-ce que tu travailles sur ton projet de fin d'études? Donc il faut compléter toujours le contexte avec la motivation même de départ. Parce qu'un contexte, pour qu'il soit bien exprimé, il faut que l'IA sache quelle est en tout cas la motivation qui vous a poussé à l'utiliser qui motive votre demande. Donc tu complètes ce que tu as donné, c'est bon, tu complètes juste avec vraiment le motif. Est-ce que tu es sur un projet de fin d'études? Est-ce que tu es sur un travail de recherche ou bien un travail de groupe? D'accord? Majena? Majena, même exercice? Moi, j'avais dit, je suis actuellement en fin de stage Mhm. et je dois rédiger un rapport sur le marché actuel de, par exemple, Orange. Mhm. Alors, Est-ce que tu peux m'aider à trouver une problématique bon, en fonction du marché la partie et sa problématique concurrence ne rentre pas dans le contexte. Toi, tu es déjà Ah, rentré dans l'objectif de ce que tu vas lui demander. Là, tu as bien démarré le contexte. Tu as, tu as, tu as corrigé l'erreur de Cora, mais tu as sauté la partie du milieu. Tu as dit, je suis en fin de stage. Nana. Ensuite, tu as dit quoi? Je suis en fin de stage. Je dois rédiger un rapport. Donc, jusque-là, tu es dans le contexte, sauf que tu as sauté la partie du milieu qui est dans quelle entreprise tu fais un stage. Donc, je suis en stage, tu complètes dans une entreprise sénégalaise, telle. Soit tu donnes le nom de l'entreprise si tu souhaites, ou bien tu dis dans une entreprise de télécommunications au Sénégal. Tu vois? Donc, le contexte peut contenir des informations génériques comme la situation géographique, la taille de l'entreprise, le secteur d'activité de l'entreprise. Tout ça peut jouer sur la qualité de la réponse que vous allez obtenir. Parce que si vous faites un contexte sans ça, l'IA peut vous donner une réponse qui est un peu passe-partout pour le type d'industrie. Alors que si tu précises que je fais un stage dans une entreprise de télécom basée au Sénégal, automatiquement, cette information-là, entreprise de télécom basée au Sénégal, ça va jouer sur la qualité du résultat que l'IA va te fournir sur ta question. Tu comprends? Donc après oui. la partie m'aider à trouver des idées, tout ça, ça rentre dans les objectifs. On n'est pas encore là. Mais juste le contexte, ce qui manque dans ton contexte à toi, c'est l'entreprise, situation géographique, secteur d'activité. Ça veut dire que, en fait, vous n'avez même pas besoin de donner vos informations personnelles. Donc en faisant le contexte, vous pouvez juste donner des choses génériques, mais qui sont assez précises pour l'IA, pour qu'elle puisse contextualiser. Donc je suis responsable RH dans une entreprise de 200 salariés dans le secteur logistique. Ne dit pas à l'IA des informations, sensibles. Ne donne pas à l'IA des informations sensibles sur vous. Donc, si vous avez cette approche-là pour faire votre contexte, vous voyez, vous n'avez même pas besoin de vous inquiéter pour les données sensibles. Parce que, comme tu viens de l'exprimer, si tu dis je suis en stage, ou je viens de finir mon stage, ou je suis en fin de stage dans une entreprise de télécom basée à Dakar, c'est déjà suffisant. Une petite précision qui peut aider aussi dans le contexte pour le cas que tu as donné, Majena, ça pourrait être de dire que voilà, je suis en fin de deuxième année d'études en école de commerce, en plus de ce que tu as dit. Ça permet aussi par exemple au chatbot, si jamais il doit t'aider à faire un plan de rapport de stage, qu'il tienne quand même en compte que c'est une fin de deuxième année. Peut-être qu'il y a des aspects spécifiques aux attentes de la deuxième année qu'il pourra intégrer s'il a cette information-là. Tu comprends? J'ai une question. Oui. Si par exemple je précise que ouais, je salue, etc.
Est-ce que c'est bien que d'ajouter ça comme information ou pas? Oui, c'est pertinent. Après, le fait que ce soit l'UIR n'est pas si pertinent. Par contre, ce qui pourrait être pertinent, c'est de dire que tu es en deuxième année d'école de commerce. Parce que, en fait, que ce soit l'IUR en soi ne va pas influencer le résultat que je sache, parce que bon, ça reste juste une école de commerce parmi d'autres. S'il y a un contexte spécifique, ce n'est pertinent que si c'est important dans le résultat. Imagine que tu as un contexte, comment on appelle ça? Tu as un contexte ultra précis. Tu travailles comment on appelle ça? Une réglementation, par exemple, qui concerne une entreprise bien spécifique et que c'est une réglementation qui est publique, qui est documentée en ligne. À ce moment-là, citer l'entité, donc que ce soit une entreprise, que ce soit une école, ça peut être pertinent. Mais dans ce cas de figure, dans le cas du contexte que tu viens de donner, de citer l'UIR en soi n'est pas important. Ce qui peut être intéressant, c'est juste de dire je suis étudiant en deuxième année en école de commerce. Et ça, tu le combines avec tout le reste que tu as donné. Et ça te fait un contexte qui est assez riche pour qu'il le tienne en compte dans le modèle de rédaction qu'il va te proposer. C'est un stage de première année ou un stage plutôt un stage de deuxième année, un stage de troisième année n'ont pas forcément les mêmes objectifs. Donc le fait que tu précises que tu es en deuxième année école de commerce, il va peut-être intégrer des choses pertinentes pour la deuxième année et éviter des choses qui ne concernent que les troisième années, par exemple. C'est juste ça le contexte, pas forcément le nom de l'école. That's good? Yes, sir. D'accord. Donc, ça veut dire que si on arrive à faire un bon contexte, attention, hein, le contexte, ce n'est que le début du prompt. C'est pas tout le prompt, c'est le début du prompt. La suite, donc deuxième point, objectif. Donc, l'objectif, c'est ce que vous voulez obtenir exactement. Donc, la tâche précise, l'intention claire. Donc, plus l'objectif est précis, moins il y a d'interprétation parasite. Donc là, le conseil, c'est d'utiliser un verbe d'action précis. Ça veut dire rédige, ou bien résume, ou bien propose, ou bien analyse, compare, liste, crée, transforme, identifie. Tu vois? Donc, à éviter, c'est là où tu as commencé, Madina, tout à l'heure. Aide-moi avec. Donc, ce qui est, c'est une expression à éviter. Aide-moi avec. Donc, c'est pas un objectif. Donc, rédige un email de 120 mots pour. Ça, c'est un objectif. Ou bien, rédige-moi un plan de rapport. Donc, propose-moi un plan de rapport structuré pour nanana, tu continues ton prompt. Donc, c'est ça qu'il faut. Donc, le fait de lui dire rédige, ça, tu lui donnes une injonction, tu lui donnes une instruction. Mais quand tu lui dis aide-moi avec, là, en fait, il va pas forcément aller dans un objectif précis. Donc, les exemples d'objectifs qu'on voit à droite, ici, c'est rédige un email de relance pour un prospect qui n'a pas répondu depuis 2 semaines. Résume les 5 décisions clés de cette réunion. Ou bien, propose 10 questions d'entretien pour un poste de responsable marketing. Ou bien, rédige une procédure en 7 étapes pour le traitement des réclamations clients. Ou bien encore, identifie les 3 risques principaux de cette proposition commerciale. Donc, vous voyez, c'est des choses qui vont compléter le contexte, excusez-moi, qui a été donné. Je vais lire les deux ensemble, vous allez comprendre. Je prends ici le dernier exemple. Je dois onboarder un nouveau commercial qui commence la semaine prochaine. Ça, c'est un contexte. Ensuite, on lui dit, rédige une procédure en 7 étapes. Alors là, où est-ce que c'est intéressant? Donc, propose 10 questions d'entretien. Voilà, excuse-moi. Donc, je vais prendre un cas qui se lit bien. RH et relance prospect. Dix questions d'entretien. Donc, on va prendre celui-là. On va dire ici, je dois onboarder comment on appelle ça? Voilà, je suis responsable RH dans une entreprise de 200 salariés dans le secteur logistique. Donc ça va être un contexte pertinent pour ça. La suite.
propose 10 questions d'entretien pour un responsable pour un poste de responsable marketing. Donc, c'était quoi le contexte? Je suis responsable RH et je lui demande de me préparer des questions pour un entretien pour un poste de responsable marketing. Et comment il va renforcer son contexte? C'est l'information entreprise dans le secteur de la logistique avec 200 salariés. Il va calibrer sa réponse pour ce contexte-là. Il ne va pas me donner une réponse pour un poste de directeur marketing lambda. Il va me donner des questions qui sont pertinentes pour un poste de directeur marketing d'une entreprise de logistique et qui a une taille de 200 salariés. Donc, c'est à ça que va servir cette information dans le contexte. Quand vous y ajoutez l'objectif, donc de recruter un responsable marketing, donc il saura justement quel est le calibrage à appliquer, donc à l'entretien ou bien aux questions que vous attendez de sa part. Sachant que vous êtes un responsable RH, que vous lui avez dit aussi dans le contexte, il va comprendre que les questions doivent être orientées, utilisables en tout cas, par un responsable RH dans ce qui est code d'entretien. Donc là, on est qu'au contexte et à l'objectif. Donc ça fait les 2 premières parties du prompt. On n'a pas fini, il en reste encore 2. Le troisième point qu'on avait vu tout à l'heure, c'était le rôle. Donc, quel rôle ou quelle expertise l'IA doit incarner pour répondre? Ça ajuste le niveau, le vocabulaire et la posture de la réponse. Le conseil ici, c'est que c'est optionnel en fait pour les tâches simples, mais très utile quand le ton ou l'expertise attendue est spécifique. Décris en une phrase, tu es, et tu continues la phrase, ou bien adopte le ton de. Là, par exemple, on lui dit, tu es expert en droit du travail français. Ou bien tu es expert en droit du travail marocain ou sénégalais. Ou bien tu lui dis, adopte le ton d'un coach de communication professionnelle. Ou bien tu lui dis, agis comme un rédacteur spécialisé en communication interne d'entreprise. Ou bien tu lui dis, tu es un consultant senior en stratégie qui s'adresse à des dirigeants de PME. Ou bien tu lui dis, adopte le ton d'un formateur bienveillant s'adressant à des adultes en reconversion. Vous voyez à quoi va servir le rôle? Il va dire à l'IA exactement le profil qu'il doit simuler. Vous savez, je l'avais dit au premier cours, l'IA a été conçue pour simuler, donc d'où le nom artificiel, pour simuler artificiellement le raisonnement humain. Et puisqu'il travaille dans de la simulation, vous devez lui donner un rôle pour qu'il simule ce rôle-là. Si vous ne le lui donnez pas, il va le chercher lui-même ou bien encore il va essayer de le faire de façon générique. Mais si vous lui dites adopte le rôle de tel ou le ton de tel ou bien tu es un expert en telle chose, là il va parler comme un expert sur ce sujet-là. C'est à ça que va servir le rôle dans le prompt. Après, évidemment, si c'est pour une tâche ultra simple pour l'IA, peut-être que vous n'avez pas ce besoin spécifique, mais dans le cadre de l'usage professionnel, on intègre toujours le rôle dans le prompt. D'accord? Et enfin, le dernier pilier d'un prompt qui est bien rédigé, c'est le format. On l'a vu tout à l'heure. Donc, comment structurer la réponse, longueur, organisation, ton, élément attendu. Donc, sans format, vous recevrez ce que l'IA juge approprié. Donc, qui peut ne pas correspondre à ce que vous attendez. Donc, ici, le conseil va être... excusez-moi, j'ai un appel. Donc, celui qui génère... Donc, l'élément le plus négligé et qui génère le plus de frustration. Donc, précisez toujours la longueur et la structure. Donc, pas de surprise possible. Excusez-moi une minute. And we go from there. Donc, on disait que l'élément le plus négligé et qui génère le plus de frustration. Précisez toujours longueur et structure, pas de surprise possible si vous le faites. Ici, pourquoi on dit que ça génère de la frustration? Des fois, vous demandez à l'IA quelque chose de très simple, il vous génère un document on a l'impression de voir 100 pages. Parfois, vous lui demandez un document structuré, il vous donne juste un texte sans format ni structure. Et évidemment, ça va à l'encontre tout simplement de vos attentes. Et ça, si ça arrive, généralement, c'est parce que votre prompt n'inclut pas tout simplement le format que vous attendez de l'IA. Donc, ici, l'exemple, c'est un email de 100 à 130 mots. Donc, objet accrocheur, 3 paragraphes, appel à l'action claire. C'est celui qu'on a vu tout à l'heure. Ensuite, ça peut être aussi un tableau de 3 colonnes, décision, responsable et délai.
Vous pouvez lui demander aussi une liste de 7 points maximum, donc langage simple, ton encourageant. Ensuite, vous pouvez aussi lui demander note de synthèse, titre plus 3 sections, donc contexte, analyse, recommandation. Donc, c'est les 3 sections en question. On peut aussi lui demander la réponse en 5 lignes maximum, ton direct et professionnel. Donc, ça nous fait contexte, objectif, rôle et format. Tout ça dans un même prompt, en un paragraphe. Donc, c'est généralement environ 4 phrases. Avec ça, vous obtenez un bon résultat. Je vais montrer ici. L'email de relance commerciale qu'on avait pris comme exemple tout à l'heure, on le reprend comme premier exemple et on va le voir de façon corrigée, qu'est-ce que ça donne. Le prompt, donc la partie C, la partie contexte, je suis account manager dans une entreprise SaaS B2B. Un prospect a participé à notre démo produit il y a 3 semaines et n'a pas donné suite, n'a pas donné de retour depuis. Donc ça, c'était le contexte. L'objectif, rédige un email de relance. Pas besoin de préciser relance commerciale parce qu'évidemment, le contexte lui a déjà dit qu'on parle d'une présentation de produits SaaS B2B. Sinon, on aurait pu dire rédige un email de relance commerciale pour présenter notre offre, etc. Mais pas besoin, tout simplement parce que le contexte lui donne cette information-là. Donc, ensuite, on passe au rôle. Adopte le ton d'un commercial expérimenté, chaleureux, sans être insistant, qui comprend le prospect, qui comprend que le prospect est occupé, c'est-à-dire qui valorise le temps de la personne à qui il parle. Ensuite, le format attendu, un email de 100 à 120 mots, objet accrocheur, en 8 mots maximum pour l'objet. La structure, je lui dis, je veux une accroche personnalisée, plus valeur qui est rappelée, plus appel à l'action, donc 20 minutes de call. À ce moment-là, on va lire maintenant le mail que ChatGPT ou l'autre il va nous générer. L'objet, il va nous dire par exemple, et si on profitait de ce momentum, c'est l'exemple de tout à l'heure, on lui dit bonjour tel, bonjour Magena, 3 semaines depuis notre démo et j'y repense encore, votre question sur l'intégration SIRH m'a confirmé que vous aviez identifié exactement le bon enjeu. Auriez-vous 20 minutes cette semaine ou la suivante pour qu'on explore ça ensemble? Avec plaisir ou bien cordialement, le responsable commercial tel. Donc, avec 4 lignes de prompt, vous obtenez un mail qui est commercialement très accrocheur, mais qui touche aussi le client par rapport à un point bien précis par rapport à son intervention, donc qui montre que vous vous intéressez à lui individuellement. Ce n'est pas juste un mail générique comme ça, copié sur Internet et collé dans le courrier. Et enfin, vous proposez un appel à l'action, c'est-à-dire que vous ne le laissez pas lire le mail et deviner si après vous allez l'appeler ou pas. Parce que là, vous lui proposez immédiatement un appel ou bien une rencontre, ce qui fait que sa réponse devra évidemment vous permettre de donner suite ou de savoir si vous devrez faire plus tard une autre relance pour cette rencontre-là. Donc, un deuxième exemple pour aller plus loin, ça va être le compte-rendu de réunion. Voici le prompt. Du côté gauche de l'écran, donc, je suis chef de projet dans une agence de communication. Réunion de 45 minutes avec un client sur le lancement d'une nouvelle campagne. Voici mes notes brutes. Donc, toutes les notes que vous avez prises pendant la réunion, vous les collez juste après ça. Donc, voici mes notes brutes, 2 points. Vous collez les notes de réunion. Objectif, transforme ces notes en compte-rendu de réunion professionnelle. Ensuite, vous lui donnez un rôle, rédacteur de documents professionnels, donc clair et synthétique. Le format attendu, CR en 3 sections. Quand on dit CR, c'est compte rendu. Donc un compte rendu en 3 sections. Décision prise, action à mener, prochaine étape. Alors pour les actions à mener, on a rajouté une parenthèse, responsable plus délai. Ça, on l'apprend en communication professionnelle. Je ne sais pas si vous l'avez fait à l'école ou pas encore. Mais quand on fait une réunion professionnelle, il faut toujours déterminer des actions à mener en désignant un responsable, donc qui fait quoi. Donc, qui fait quoi et en plus pour quand. Donc, avec une deadline. Ça permet toujours de sortir d'une réunion avec, comment on appelle ça, un programme bien précis
répartis sur les personnes qui ont assisté à la réunion. C'est à ça que ça sert. Donc ça, c'est un sujet de communication. Mais là, vous lui dites, sert en 3 sections. Décision prise, c'est la première section. La deuxième section, c'est les actions à mener, en désignant évidemment un responsable et des délais. Et ensuite, la troisième étape, donc la prochaine étape en tout cas qui va suivre la réunion. Après une réunion, on attend forcément une suite d'actions pour éventuellement, peut-être qu'on se reverra la semaine prochaine pour évaluer l'avancement du travail. Donc, vous lui dites là, maximum 1 page, ton factuel et professionnel. Donc, si vous lui donnez un prompt comme ça, je vous assure que vous aurez un compte rendu très très bien structuré. Donc, ensuite, vous lui dites, donc à partir de là, excusez-moi, vous aurez une production qui va rassembler à ça. Donc, décision prise, campagne lancée début Q2, donc quarter 2, donc début deuxième trimestre, budget alloué, 3 visuels validés sur 5. Donc, les actions à mener, Sophie doit faire la création, livrable final attendu vendredi, Marc, le client, doit valider le brief écrit lundi, et l'agence doit envoyer un planning la semaine prochaine. Donc là, on a une liste d'actions qui sont à mener, donc qui sont en attente suite à la réunion. Et la prochaine étape, c'est la revue du brief complet, donc mardi 14h, call 30 minutes avec le client. Donc là, vous voyez, à partir de ce prompt, l'IA peut produire en 3 sections ce que vous lui avez demandé. Évidemment, il va le structurer d'une façon bien plus détaillée que ce qui est ici dans l'exemple structurel. Mais les notes brutes sont transformées à ce moment-là à quelque chose que vous pouvez partager avec le client ou avec les personnes qui ont participé à la réunion. Donc ça, c'est un exemple aussi d'utilisation du Corf dans le cadre des comptes rendus de réunion. Donc, l'exemple 3 et 4, on applique le Corf sur toutes les tâches complexes qu'on demande à une IA de faire. On a toujours la même structure, donc quelle que soit la tâche. L'exemple 3 qui est à gauche, c'est la procédure RH, onboarding de 30 jours. Donc, contexte, RH, 80 personnes, entreprise de distribution, pas de procédure formalisée pour le moment. L'objectif, rédige une procédure d'onboarding pour les 30 premiers jours. Rôle, expert RH spécialisé dans l'intégration des collaborateurs. Le format, 3 phases, comment on appelle ça, donc liste d'actions, avec responsable désigné, maximum 2 pages. L'exemple 4, c'est analyse d'appel d'offres, donc collectivité 500 agents. Le contexte, on va lui dire TPE conseil, qui est dans le domaine du conseil organisation. On a un appel d'offres transformation digitale de la collectivité. Objectif, on veut 5 critères prioritaires, donc 3 risques, 3 angles de différenciation. Rôle, tu prends le rôle d'un consultant senior, réponse aux appels d'offres publics, donc un consultant senior spécialisé sur les appels d'offres publics. Vous pouvez préciser appel d'offres publics du Sénégal ou appel d'offres publics Maroc ou bien France. Et quatrième point, c'est 3 sections titrées, donc donne-moi 5 à 7 lignes chacune pour les 3 sections et un ton analytique et direct. Donc ça, c'est un exemple de prompt aussi qui peut aller pour analyser un appel d'offres concernant donc des collectivités, une collectivité plutôt, pour 500 agents. Donc c'est des exemples d'usage pour des tâches complexes. Donc la question fréquente qui revient quand on parle de prompting, est-ce que le prompt doit être court ou long? Et là on vous dit que la taille n'a pas d'importance, les 4 éléments oui. Donc que le prompt soit long ne définit pas la qualité, que le prompt soit court ne définit pas forcément non plus la qualité, mais dans les 2 cas, que ce soit long ou bien un prompt qui est court, il faut toujours avoir les 4 piliers qu'on a cités dans le prompt. Donc le contexte, l'objectif, le rôle et le format. C'est extrêmement important que les 4 éléments soient dedans. Par contre, si vous avez aussi une tâche qui est relativement simple, ce qui va être le plus important, c'est les 3 points. Comme je disais, le rôle peut ne pas être requis si c'est une tâche qui est simple pour l'IA. Donc, une tâche simple, on peut avoir 3 phrases. Je suis chef de projet IT. Résume ce compte rendu en 5 points. Le format, bullet point, une phrase pour chaque bullet point. Et le ton factuel. Donc ça, pour des tâches simples et répétitives, 3 phrases
avec les 4 éléments donc suffisent, résultat immédiat et précis. Pour une tâche complexe, pour des analyses, comment on appelle ça, donc de documents longs, les procédures structurées ou la production de contenu complexe, un prompt plus détaillé donne de meilleurs résultats. Donc le rôle et le format seront plus précis. Donc la règle de dépannage, si mon résultat est décevant quand j'utilise l'IA, je me demande quel élément corf manque ou bien est flou dans ce que j'ai écrit. Et là, je vais l'ajouter et relancer la demande et vous allez voir que l'IA va vous donner un résultat qui est bien meilleur. Donc si vous regardez votre résultat qui n'est pas satisfaisant, vous relisez votre prompt, vous voyez que le contexte qui n'est pas assez déterminé, qui n'est pas assez pro. Donc là, vous revenez, ce n'est pas le contexte professionnel, vous le lui redonnez. Si vous voyez que c'est l'objectif qui manque ou bien qu'il y a un verbe qui est trop vague, vous remettez un verbe d'action, rédige telle chose, ou bien analyse-moi telle chose, etc. Si vous voyez que c'est le rôle qui n'est pas précisé, vous lui dites je veux que tu prennes le temps de tel et que tu prennes telle expertise, tu es expert en telle chose, tu prennes telle casquette, tu peux aussi lui dire prends telle casquette. Ou bien vous lui dites, par exemple, le format attendu, si vous voyez que c'est le format qui n'est pas satisfaisant et que vous n'aviez pas peut-être précisé dans le prompt de départ. Donc ça, c'est la règle de dépannage si vous voyez que le résultat n'est pas satisfaisant. Donc pour terminer, un rappel de ce qu'on a dit tout à l'heure et qu'il faut retenir, c'est que le C qui signifie contexte permet de déterminer qui vous êtes et dans quelle situation. 1 à 2 phrases suffisent pour ça. Secteur, taille, enjeu du moment. L'objectif, qui est le deuxième pilier, c'est ce que vous voulez produire exactement. Vous donnez un verbe d'action à l'IA et vous aurez un résultat qui est qualitatif. Troisième pilier, c'est le rôle. Donc, quelle expertise ou quel ton incarné, optionnel pour tâches simples. Format, donc longueur, structure, organisation de la réponse que vous attendez. Donc, grâce à ça, vous aurez nécessairement un résultat qui est pertinent. Alors, la suite, ça va être l'itération, mais l'itération viendra après que vous ayez fait quelques exercices concrets par rapport à ce qu'on vient de voir. Et je vais maintenant projeter comment on appelle ça, en live, l'exploitation du prompt à titre d'exemple réel. Et puis, je vous laisserai appliquer ça à votre contexte et me dire qu'est-ce que vous obtenez comme résultat. Ce sera l'exercice d'aujourd'hui. Je le partagerai aussi dans le groupe, comme ça on pourra faire ça ensemble. Est-ce que vous avez des questions déjà par rapport à ce que je viens de montrer? C'est bon. C'est clair. Ok. Alors, Non, ça va. excellent. Donc là, ce que je vais faire, je mets en chat éphémère parce que je ne veux pas qu'il utilise le contexte, parce qu'il a assez d'informations sur moi pour me donner déjà une réponse pertinente, même si je ne donne pas un corf complet. Mais je vais vous montrer juste un exemple ici, enfin quelques exemples même. Disons que je veux faire un prompt corf pour... bon, j'ai un cas très précis. Là, je veux lancer une campagne pour vendre une formation qui est sur Gusto. Donc, on va dire que je lance une formation 14 jours, donc création de contenu, voilà. On va aller sur ce parcours-là, donc devenir filmmaker, marketing digital, non, c'est pas ce qui m'intéresse. J'allais sur les packs pour voir. Fondation du filmmaker, voilà, création de contenu. Donc, je vais lancer ce pack-là, création de contenu, qui est composé de 4 cours pour lancer son activité. YouTube Creator, Reels, TikTok, podcast vidéo, capstone final de 90 jours, donc démon réel, plus 3 propositions clients. Donc, c'est un bundle en fait. Donc, il y a 6 cours qui sont inclus. C'est YouTube Creator, la création des réels et short TikTok, les podcasts vidéo et le capstone final, donc des 90 jours. Ça, c'est les cours qui sont inclus dans le pack. Maintenant, ce que je veux, c'est lancer ce programme donc en ligne. En tout cas, je veux aujourd'hui lancer une session dans une semaine. Voilà ce que je vais faire. On a dit Corf, il faut d'abord le contexte. Donc, Gusto est une plateforme e-learning basée au Sénégal et à OF.
D'accord? Moi, c'est pour le moment le contexte de base que je veux lui donner. Je vais y ajouter. Bon, il me connaît déjà. Je vais peut-être. Normalement, si c'est dans le cas d'une entreprise, je dirais je suis directeur RH ou etc. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure. Mais là, ce n'est pas pertinent. Vous allez voir tout de suite pourquoi. Donc, ça, c'est le premier élément, le contexte. Deuxième élément, excusez-moi. Donc là, nous lançons un programme en ligne de 14 jours pour la création de contenu de A à Z. Avec 2 séances présentielles sous forme d'atelier. Voilà. Donc si j'ai la documentation de la formation, je la lui remets directement en plus. Sinon, je peux juste préciser donc là comment est organisée la formation. Donc on a combien de séances par semaine? Donc 4 séances par semaine, 4 séances live par semaine. Plus une séance présentielle par semaine aussi. Voilà. Donc ça c'est le contexte. L'objectif, là je vais lui dire quel objectif. Donc rédige un funnel. En fait, crée un funnel pertinent pour une campagne promotionnelle de cette formation. Public cible Sénégal. Public cible principal. Sénégal, je précise même Dakar pour réduire, parce que si je dis qu'il y a du présentiel, s'il va me faire la communication, un schéma de communication qui va toucher Abidjan, ça sert à rien. Donc ça c'est le deuxième point. Vous avez vu, le premier point c'était le contexte, le deuxième c'est l'objectif. Donc le rôle, je lui dis, tu es expert en communication, tu es expert en marketing plutôt, en marketing. Expert en marketing digital, spécialisé sur la vente de formations en ligne. Plus c'est précis, mieux c'est. Vous pouvez dire tu es expert en marketing digital, mais si vous avez déjà un contexte, vous pouvez encore mieux préciser. Tu es expert en marketing digital spécialisé en immobilier ou bien spécialisé en peut-être vente d'articles de mode, etc. Donc tout ça, il faut le préciser. Je vous assure que vous allez voir la qualité du résultat que vous aurez en précisant. Donc sur la vente de formation e-learning, AOF. Oups, AOF. Ensuite, dernier point, on a dit le format attendu. Donc format, j'attends de lui qu'il me propose une campagne. Donc format attendu, brief de campagne complet, intégrant par exemple les étapes et détails de tout le funnel. Donc intégrant le funnel complet, voilà. Ça suffira. Structuré, donc brief de campagne structuré. Plan d'action précis. Voilà. Donc voici mon compte. Gusto est une plateforme e-learning. Voici mon compte. Donc Gusto est une plateforme e-learning basée au Sénégal et Afrique de l'Ouest. Nous lançons un programme en ligne de 14 jours pour la création de contenu de A à Z, avec 4 séances live par semaine, plus une séance présentielle par semaine, sous forme d'atelier. Crée un funnel pertinent pour une campagne promotionnelle de cette formation. Public cible principal, Dakar.
comment on appelle ça? Donc, tu es expert en marketing digital spécialisé sur la vente de formation e-learning AOF. Format attendu, brief de campagne structuré, complet, intégrant le funnel complet et un plan d'action précis. Bon. Moi, comme j'ai l'habitude, ce que je fais, je lui donne aussi mon infrastructure commerciale. Je lui dis, j'ai déjà un site en place, plus WhatsApp, plus Brevo. Il va le tenir en compte dans ce qu'il va me proposer. Et normalement, ça va être beaucoup plus pertinent pour moi que de ne pas le lui dire. Mais sinon, juste pour rester sur la leçon de ce qu'on vient de voir, je lance et vous allez voir ce qui va se passer. Donc, dès le début de sa réponse, il me dit quoi? Il me dit, je vais structurer ça comme un vrai brief de campagne exploitable, positionnement, offre, funnel, contenu ads, WhatsApp, calendrier, script et plan d'action terrain, etc., etc. Donc, il est en train de rédiger et vous allez voir que le résultat va être très pertinent pour moi par rapport à ce que je lui ai demandé. Il va jusqu'à me proposer des fourchettes de prix par rapport à ce qui se pratique actuellement sur le marché, ce qui me permettra de lancer ma campagne de façon maîtrisée. Donc j'attends qu'il finisse. Ça bug. J'entends plus. Magena, ça bug aussi de ton côté? Non, pas pour moi. Vous m'entendez? Moi non plus. Donc, Oui, on t'entend. Cora, c'est de ton côté alors. Donc, tap. Vous voyez, il est très généreux, donc me donne un bon brief bien complet que je pourrais exploiter. Jusqu'à me donner des réglages de la campagne Facebook, par exemple, les réglages que je dois mettre, zone géographique, tranche d'âge, profil que je dois rechercher, la campagne TikTok, qu'est-ce que je dois mettre. Parce que je lui ai demandé un brief de campagne complet et tout le funnel, donc il va... Là, par contre, je vois plus ton écran. Ah non, c'est bon. C'est bon? Ok. Alors, il est très généreux. Il a toujours pas fini de rédiger. Donc là, il me fait une prestation. Imaginez que ce que l'IA est en train de faire là, c'est normalement, je devais payer un expert marketing digital pour qu'il me fasse ce boulot, c'est-à-dire qu'il me fasse un brief de campagne comme ça. Donc je vais ouvrir le document proposé. On regarde. C'est un document qui est structuré sur 20 sections, je pense. C'est arrêté à section 20, voilà. Mais ça vous donne une idée. Là, il a pris le contexte, donc il a bien compris, qu'il a bien intégré. Il m'a proposé un objectif marketing, donc remplir une première cohorte payante de la formation. Le positionnement de l'offre, il l'a déterminé à partir de ce qu'il sait. Il m'a donné la cible prioritaire, donc qui va permettre de déterminer les messages qu'il faut mettre sur la campagne pour toucher cette cible-là. Donc on a une cible 1, cible 2, cible 3, cible 4. Donc ça fait 4 segments de cible. Et à chacun de ces segments, il anticipe quel message va bien les toucher dans la campagne communication. Ensuite, on a l'offre commerciale qui est recommandée. Donc le nom commercial. Par exemple, là, il m'a proposé Content Creator Sprint. Donc un sprint 14 jours pour créer du contenu de A à Z. Format 14 jours. 4 séances live par semaine, plus un atelier présentiel par semaine à Dakar. Donc, accès à un groupe WhatsApp privé, support, exercice template, challenge de production, accompagnement jusqu'à la publication, etc. Livrable des participants, une ligne éditoriale simple, une liste d'idées de contenu, des scripts prêts à tourner, plusieurs contenus créés pendant la formation, etc., etc. Donc, vous voyez que, comme il connaît bien mon contexte, évidemment, donc il y a des choses peut-être que je n'ai pas eu à lui dire, mais globalement, vous voyez la qualité du résultat que l'IA m'a donné. C'est pas seulement, je n'aurais pas eu le même résultat si je venais lui dire, rédige-moi une proposition de campagne pour une formation intitulée 14 jours création de contenu, et puis je m'arrête là. Donc en lui donnant la casquette qu'elle doit adopter, en lui disant quel est le vrai contexte pour lequel je lui fais cette demande-là, c'est-à-dire que j'ai l'enjeu de lancer une formation, je lui ai donné l'information géographique, je lui ai donné l'information sur la plateforme qui héberge la formation, vous avez vu que le résultat a été beaucoup plus pertinent. Donc ce que je vais vous donner comme exercice, c'est de prendre 2 à 3 besoins que vous avez,
qui sont relativement complexes, c'est-à-dire, comme Madiana a pris le cas de son stage, vous pouvez en prendre peut-être 2 autres de plus et, et rédiger un prompt avec la méthode Corf. Donc, en mettant les 4 éléments, excusez-moi, donc le contexte, l'objectif, le rôle et le format. Alors, ce que j'aurai besoin de voir quand vous aurez rédigé le prompt, c'est le prompt lui-même, donc l'exercice. Si vous regardez ici, vous allez voir dans le document du cours, comment on appelle ça, les exemples de prompt. Donc, ce que vous allez me retourner, c'est le prompt lui-même. Vous l'utilisez et vous me dites qu'est-ce que vous avez comme résultat. Mais ce que j'ai besoin de voir, c'est les prompts que vous allez rédiger. Ça me permet de vous recommander ou de vous corriger sur la partie prompting pour que vous puissiez voir qu'est-ce que vous pouvez améliorer sur vos prompts pour obtenir de meilleurs résultats. Ça va être ça l'objectif donc de cette séance d'aujourd'hui. C'est vraiment que vous soyez à l'aise avec la méthode Corf. Donc quand vous écrivez un prompt sur un chatbot, que automatiquement vous trouviez les bons réflexes pour structurer le prompt comme on l'a appris. Donc là, vous allez voir dans le cours un exemple. Ici, il y a un constructeur de prompt qui est dans le corps du cours. Bon, là, ça bug, hein? Donc, Non. Là, par contre, ça bug, hein? Ça bug pas. Continuez-moi. D'accord, bon. De toute façon, j'ai enregistré la séance. Je vais essayer de partager la vidéo. Mais l'idée, c'est que vous fassiez le prompt. Vous me l'envoyez pour que je puisse l'évaluer. Et vous me dites si le résultat a été satisfaisant par rapport à ce que vous vouliez. Si vous voulez regarder un exemple de constructeur de prompt, au lieu de lire le cours que j'ai projeté, dans le corps du cours, je disais, il y a ici un constructeur. Donc, vous avez un contexte, un objectif, un rôle et un format. Si vous remplissez chacune des 4 cases et que vous cliquez sur générer le prompt, il va vous donner le prompt complet ici, que vous pouvez coller sur ChatGPT ou bien sur Claude ou bien sur Grok ou etc. Ça vous va? Yes, sir. That's nice. So, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc, ce sera la méthode Corf qu'on vient de voir. Et je vous laisserai expérimenter ça. Donc, la consigne de l'exercice. Rédiger 3 prompts Corf qui sont pertinents pour votre contexte et un besoin que vous avez avec l'IA pour un usage professionnel. Donc là, on va voir ensemble après les résultats, ce qui nous permettra pour la prochaine séance de voir comment affiner, comment itérer. Si par exemple l'IA vous donne une réponse, comment reprompter justement pour aller plus loin dans la requête. Ok. Oui. C'est quand le prochain cours? Alors, on avait dit mardi, jeudi, dimanche, mais comme on a fait mercredi finalement plutôt que mardi, je sais pas samedi si ça va être serré ou pas. Si c'est serré, on fera dimanche, donc dans ce cas de figure. Dimanche, ouais. Moi, Dimanche. samedi, j'ai un empêchement. Parfait, donc ce sera dimanche, mais entre-temps, on reste sur WhatsApp pour échanger sur le sujet du cours. Donc, tout ce qui concerne le prompting Corf. Donc là, si vous avez des questions, si vous avez comment on appelle ça, des contributions qui concernent la rédaction de prompt Corf, d'ici dimanche, ça va rester le sujet. D'accord. Badiane, déjà la dernière fois, tu avais dit que tu nous donnais l'accès, que Oui, tu vous nous avez as déjà envoyé un lien par WhatsApp, par mail. Moi, Oui. j'ai pas reçu. Hein. Tu as vérifié tes spams par hasard? J'y ai pas pensé, non. J'ai pas vérifié. Après, mais c'est pas grave. sinon, normalement, si tu te connectes sur... je vais vérifier ici juste si tu es bien inscrite comme utilisateur. Ouais, pour la première fois, j'étais bien inscrite. Ouais. Parfait. Donc là, en fait, en se connectant à Gusto, comme je disais, dès que vous rentrez sur la plateforme comme ça, en bas à droite, vous voyez mes cours. Ouais. Ou bien en cliquant sur le nom d'utilisateur et en cliquant sur mon compte, même chose. Vous tombez sur cette page-là et vous allez voir le cours auquel vous êtes inscrit.